PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle d'ailleurs le numéro que vous composez, 0826 300 300. Vous avez un logement ou alors vous le louez. Vous avez une question pratique, vous avez un problème. On est là pour vous le résoudre. Vous nous appelez 0826 300 300. Dans quelques minutes, on répondra à vos questions. Mais avant ça, le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on démarre ce journal avec une étude du courtier vousfinancez.com, Marc, qui nous dévoile combien de mètres carrés un retraité peut se payer en 2023. Et emprunter quand on est retraité, c'est compliqué, surtout s'il s'agit d'un premier achat immobilier. En effet, avec une retraite qui est estimée par l'INSEE à 1 400 € net par mois en moyenne, un retraité primo-accédant ne peut espérer emprunter qu'un peu plus de 68 000 € en moyenne, à un taux de 2,7% sur 15 ans. Et ainsi acquérir un logement d'une superficie compris entre 6 et 49 mètres carrés environ selon Vous êtes sûr financé. 6 mètres carrés 6 mètres carrés, c'est à Paris. Oui, c'est Voilà. à Paris. C'est Et logique 49 d'ailleurs. mètres carrés, c'est à Saint-Étienne, puisque c'est la ville française dont le prix du mètre carré est le plus faible. D'ailleurs, on rappelle que c'est illégal de louer un appartement de 6 mètres carrés, aussi bien à Paris d'ailleurs qu'ailleurs. C'est le pouvoir d'achat C'est le immobilier. pouvoir d'achat théorique, Ouais, c'est pour ça qu'on vérifiait ça. Quoi qu'il en soit, Marc, on poursuit avec une autre étude, elle est intéressante, c'est celle de la Fondation Abbé Pierre, qui révèle qu'en Outre-mer, 30% des habitants, c'est incroyable, seraient mal logés. Exactement, c'est même moche, on peut le dire. Environ 600 000 habitants des départements et territoires d'outre-mer vivent dans des logements de fortune ou dans des logements surpeuplés ou sans accès à l'eau. Un constat alarmant qui a été tiré par la Fondation Abbé Pierre qui réclame des mesures d'urgence au gouvernement. La Fondation estime qu'il faudrait produire massivement une offre de logements très sociaux à raison de 15 000 par an, en adéquation évidemment avec les ressources des ménages. Effectivement. Allez, on poursuit avec cette histoire. C'est celle d'un propriétaire qui demande une lettre de motivation, voyons, au locataire candidat. Et oui, c'est un propriétaire qui, en plus de demander les pièces classiques comme les justificatifs d'identité ou les bulletins de salaire, demande également une lettre de présentation et de motivation dans une annonce diffusée sur Le Bon Coin. Ça demande évidemment de l'aide de motivation pour un studio de 18 mètres carrés à Bordeaux à faire réagir les réseaux sociaux. On s'imaginait bien, à dossier égal entre deux candidats ayant des revenus similaires, la lettre permet, selon ce propriétaire, de préjuger des qualités humaines du candidat, alors que le critère de solvabilité est certes important, mais il est particulièrement froid, toujours selon ce propriétaire. La lettre de motivation n'a pas eu l'air d'effrayer les locataires, puisque l'annonce elle a été supprimée en bout de 24 heures. Le propriétaire y a reçu 30 demandes en moins de 2 heures. Oui, c'est dire quand même l'état du rapport de force sur le marché. Un jour, on nous demandera de faire la danse du ventre pendant qu'on y est. On termine avec une note un peu plus légère, une étude de meilleurs agents qui s'est intéressée à l'achat immobilier en couple. Et oui, cette étude révèle les intentions des Français quant à leur projet immobilier en couple. Alors tout d'abord, il faut savoir, Jean-Marie, que 6 Français sur 10 vivent en couple, un chiffre qui monte même à 76% chez les 35-44 ans. Concernant leur résidence principale, 55% des Français considèrent qu'il faut attendre au moins 2 ans avant d'acheter sa résidence principale avec son conjoint. Et pourtant, près de 7 Français sur 10, 67% exactement, sont prêts à habiter avec leur conjoint moins de 2 ans après le début de leur relation amoureuse, mais en location cette fois. Mais alors pourquoi 2 ans ? Eh bien, parce que l'achat d'un bien immobilier fait partie des événements les plus engageants pour un couple après le mariage et l'arrivée du premier enfant, selon 63% des Français. Il faut 7 ans en moyenne, toujours d'après l'étude de meilleurs agents, pour amortir son projet d'achat immobilier dans les grandes villes de France. C'est une donnée évidemment qui évolue d'une ville à l'autre. On en parlait tout à l'heure, entre Saint-Étienne et Paris, c'est pas la même évidemment, puisque Saint-Étienne est la ville la moins chère, Paris est la ville la plus chère. Et si vous voulez savoir, c'est 1 an et demi la rentabilité pour Saint-Étienne, alors qu'à Paris c'est 14 ans. D'accord, mais effectivement, merci pour toutes ces infos, Marc Ezrati. Tout de suite la Minute Viager.
Avec notre partenaire Senior Consulting Group, cette semaine, Marc, on parle des frais de notaire dans le cadre d'une vente aux viagers. Et oui, c'est une question qui a son importance car ce qu'on appelle communément les frais de notaire, dont en réalité 90% sont reversés à l'État, ne sont pas du tout les mêmes en viager que dans une vente classique. En effet, en viager occupé, les frais de notaire sont calculés sur la valeur occupée du bien et non pas sur la valeur marché ou vénale. Par exemple, si une maison à Vannes est estimé à 300 000 € et que son propriétaire de 74 ans souhaite vendre en viager occupé, sa période d'occupation est estimée produira un droit d'usage et d'habitation, on va dire de 50% pour faire simple. La valeur occupée de sa maison sera donc de 150 000 € et ce sera sur ce montant que seront calculés les frais de notaire. C'est un avantage évidemment considérable pour l'acquéreur qui verra dans ce cas ses frais divisés par 2. À noter que les calculs seront les mêmes, seront les mêmes, j'y arrive, pour une vente à terme occupée. Par contre, ils seront différents dans le cadre d'une nue propriété. C'est un peu plus technique. Là, c'est seuls les droits d'enregistrement qui seront calculés sur la valeur fiscale de la nue propriété. En toute logique. Merci à vous, Marc Ezrati. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. On sera en compagnie de notre invité, David Laval, qui est le fondateur de Pandaloc. Oui, Pandaloc, c'est un joli nom d'ailleurs. On vous félicite pour ce nom. En tout cas, David Laval qui fait votre entrée dans le studio. On est avec lui. On va parler de logement étudiant. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Et puis, je vous rappelle le numéro sur lequel vous nous laissez vos messages, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. On parle logement étudiant aujourd'hui avec notre invité David Laval. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Fondateur de Pandaloc, vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour David Laval. Bonjour Marc. Alors David, on parle d'une crise du logement étudiant en France, c'est vrai ? J'ai des chiffres. Ouais, je vais vous donner quelques chiffres où vous allez tout de suite comprendre. Il y a 3 millions d'étudiants en France et il y a 3 70 000 places dans les résidences étudiantes. Donc ça fait 1 pour 8. 1 pour 8, oui. 1 pour 8, si vous comptez. Donc dans les 370 000, c'est une petite moitié dans ce qu'on appelle les résidences du Crous et une grosse moitié dans les résidences privées. Donc les résidences du Crous, en fait, ça veut dire qu'il y a également une place pour 7 boursiers. Alors du coup, comment on fait pour se loger quand on est étudiant ? Ouais, c'est une bonne question. Alors évidemment, les étudiants, ils sont pas à la rue, ils ont d'autres solutions. La première des solutions, c'est le parc. Parents, non ? C'est le parc privé. Ouais, c'est le parc privé. Donc les logements, la fameuse chambre de bonne avec les toilettes sur le palier, ou la colocation quand on est plus malin. La deuxième solution, et c'est effectivement, vous avez raison Marc, la plus économique, c'est les parents. Parce que quand on habite chez papa-maman, on n'a pas de loyer à payer. Voilà. Et avec le loyer, vous savez, on va tirer aussi d'autres frais, parce que il faut se faire à manger, il faut payer l'électricité, etc. Donc c'est effectivement la solution la moins chère, surtout dans les grandes villes. Et vous savez que les étudiants, ils sont étudiants dans les grandes villes, parce que c'est là qu'on va trouver les facultés et les écoles. Alors, pourquoi on n'a pas assez de résidences étudiantes en France ? C'est un problème assez complexe. Alors la première, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Si vous le savez pas encore, et si les auditeurs le savent pas, le marché de l'immobilier locatif appartient d'abord à des particuliers. Il y a très peu de grands opérateurs, de grands institutionnels qui investissent là-dedans, parce que pour eux, ce n'est pas très rentable. Donc il y a moins de 5% des logements qui appartiennent à des grandes entreprises, comme des opérateurs de logements étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est pas très rentable, notamment parce que le foncier est très cher, et notamment, encore une fois, dans les grandes villes. La deuxième raison, c'est que le nombre d'étudiants, il a explosé. Et si vous vous souvenez, il y a 20 ans, on parlait d'un baby-boom. C'est vrai. Et donc maintenant, les baby-boomers d'il y a 20 ans, ils sont devenus étudiants. Et on a beaucoup de mal à les loger. Et pourtant, on l'avait prévenu à l'époque. On l'avait prévenu, mais voilà, ça n'a pas été anticipé. Alors, est-ce que quand on est étudiant, on est beaucoup aidé pour trouver son logement ? Et ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, on est beaucoup aidé quand on est étudiant. La première des aides, c'est celle qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle les APL. Ça peut représenter jusqu'à 250 € par mois. Donc c'est un vrai coup de pouce pour son logement. Un vrai coup de pouce aussi pour devenir autonome, parce qu'avoir son logement, ça veut dire pouvoir devenir autonome, pouvoir avoir son chez-soi. Et encore une fois, on n'a pas toujours papa-maman qui peuvent aider. Il y a d'autres aides qui sont moins connues. Donc j'invite vraiment ceux qui ont des enfants qui vont devenir étudiants à aller voir ce qu'on appelle Action Logement. Sur le site d'Action Logement, ils vont vous expliquer toutes les aides auxquelles on droit, en particulier des jeunes. Et il y a une aide, par exemple, qui est très intéressante, qu'on appelle l'aide Mobili Jeune. Ça
c'est pour les alternants. Vous savez qu'il y a eu une explosion de l'alternance depuis 2 ou 3 ans. Et ben ça peut représenter jusqu'à 100 € par mois. Donc c'est vraiment très important, cette aide Mobilier Jeune uniquement du coup pour les alternants. Vous avez aussi d'autres aides qui vont vous aider également. Donc je vous invite vraiment à regarder ce site Action Logement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure un peu de colocation, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux modes qu'on voit émerger en matière de logement étudiant? Oui, absolument. Et dans l'immobilier en général, il y a un phénomène qu'on appelle l'hôtélisation de l'immobilier, même dans l'immobilier d'entreprise, on voit ça, de plus en plus de services. Et ben pour les étudiants, ça se produit également. Par exemple, les résidences étudiantes privées sont de plus en plus des résidences avec du service. Vous avez des espaces où vous pouvez jouer au baby-foot ou à la console de jeu entre étudiants. Vous avez également tout ce qu'on appelle l'émergence du co-living, donc qui sont vraiment des résidences avec service vraiment plus. C'est un peu plus cher, hein, mais vous avez plus de confort. Vivre ensemble séparément. À quel moment il faut commencer à chercher son logement quand on est étudiant pour la rentrée 2023-2024? Là, on est en mars. Est-ce que c'est le bon moment? Ouais, le plus tôt, c'est le mieux. Hein, c'est jamais une bonne idée de s'y prendre à la dernière minute. La dernière minute, quand on est étudiant, c'est la rentrée de septembre. Donc le mois d'août, c'est un mois cauchemardesque parce que vous avez plein d'étudiants qui cherchent et il y a un effet ciseau parce que vous avez également beaucoup de propriétaires qui sont en vacances. Donc qui ne louent pas leur logement. Donc en septembre, tout le monde se retrouve sur le marché et là c'est vraiment la cohue. Donc la recommandation, c'est plutôt de s'y prendre vers juin-juillet, en particulier parce qu'à ce moment-là, vous avez du coup les logements qui se libèrent. Voilà, donc vous avez plein de logements qui étaient occupés par des étudiants qui se retrouvent sur le marché. David, est-ce que vous avez une astuce qu'on ne connaîtrait pas? Oui, moi je fais toujours la publicité d'un service qui est bien méconnu, qui s'appelle dossierfacile.fr. C'est un service de l'État qui permet de constituer son dossier de location de manière sécurisée et validée par un fonctionnaire qui va vérifier vos pièces, ce qui rassure énormément le propriétaire. Eh bien, Laetitia Caron, qui est avec nous, directrice générale de PAP.fr, elle connaît très bien le dossier facile. D'ailleurs, elle en avait parlé dans notre émission. Absolument, et on a mis en place également un partenariat, nous, sur PAP, avec cette start-up d'État. Et en effet, l'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants et plus largement aux locataires d'apporter un dossier complet et sécurisé pour lui. Parce que moi, ce que je recommande toujours, c'est de ne jamais envoyer ses pièces hors dossier facile. Mais dans dossier facile, les pièces, elles sont non seulement accessibles directement en ligne par le propriétaire, mais en plus, elles ont été vérifiées. Et donc, c'est très rassurant pour le propriétaire et ça permet quand même de booster sa recherche, en tout cas de se démarquer des autres. Oui, on va le dire de manière très pragmatique. Il y a un fonctionnaire payé par nos impôts qui gratuitement va vérifier les dossiers de location. Donc, il faut vraiment en profiter. David Laval, vous êtes aussi l'auteur de Location étudiante. Ce bouquin, il est sorti il n'y a pas très longtemps chez Bréal. C'est un très bon livre. Location étudiante, c'est ça? Si c'est votre livre, j'espère que vous nous dites ça, sinon ce serait dommage. Qu'est-ce qu'on y trouve rapidement dans ce ouvrage? C'est des conseils très pratiques sur justement les types de logements étudiants, comment est-ce qu'on fait pour démarcher un logement étudiant quand on va chercher un logement de particulier, quand on va démarcher chez un agent immobilier, quand on va démarcher dans une résidence étudiante, quand on va chercher en colocation, les avantages et les inconvénients de chaque formule, comment faire son dossier de location, en particulier des astuces comme dossier facile. Voilà, c'est toutes ces petites astuces-là. Et également comment vous allez pouvoir gérer votre relation avec votre propriétaire. Parce que c'est important, quand vous devenez locataire, vous avez un certain nombre de droits et d'obligations. Donc on rappelle dans ce livre. Et pour être encore plus complet, vous allez sortir dans quelques jours, le 10 mars, je ne me trompe pas, un bouquin sur la colocation dans la même collection Les Essentiels de l'IMO. Et là, on a parlé tout à l'heure déjà de la colocation, là vous en faites carrément un bouquin. Ouais, la colocation c'est un truc génial parce que c'est effectivement, on en a l'image de l'auberge espagnole. C'est-à-dire des étudiants qui font la fête ensemble. On a aussi le souvenir. On a le souvenir. Et en fait, c'est vraiment un mode de location qui est extrêmement économique parce qu'on va mettre en commun plein de choses, notamment la salle de bain, les mètres carrés, etc. Donc c'est très économique et ça touche de plus en plus de nouveaux publics. Il y a des colocations seniors, il y a des colocations monoparentales pour les gens qui sont récemment divorcés. C'est un vrai sujet également de perte de pouvoir d'achat à ce moment-là. Donc c'est un vrai bon plan pour économiser sur son loyer. Merci David Laval, fondateur Marc de Pandaloc, d'être passé par les studios de Sud Radio ce matin. Vos deux bouquins, on les retrouve en librairie au prix de 9,90 €. Et c'est paru chez Bréal. Merci à vous en tout cas. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de Pandaloc. Tout de suite, on répond à une question angoissante. Est-ce qu'il y a une vie après la retraite? On en parle avec...
Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Avec notre invité, justement, le témoin de la semaine. On en parle avec Jean-Pierre Ars. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, vous avez, on ne va pas dire votre âge, mais vous avez dépassé l'âge de la retraite et vous êtes aujourd'hui conseiller immobilier entre le Mont Ventoux et le Luberon. Vous avez une longue vie professionnelle, vous avez notamment dirigé une agence de com. C'est un parcours très riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Écoutez, j'ai démarré dans la vie active dans le secteur de Carpentras en tant que photographe de pub, puis j'avais monté une bonne agence de communication à l'échelon national. Et en 92, j'ai connu dans le secteur du Vaucluse des inondations de Vaison-la-Romaine comme beaucoup de personnes, qui a été catastrophique. Donc après, il a fallu rebondir et j'ai travaillé avec un groupe spécialisé en défiscalisation de la région du Sud-Ouest avant de rencontrer en 2009 celle qui est devenue ma marraine dans le groupe où je suis actuellement et ça fait donc 14 ans de mon 14 ans. Hein. Alors, Jean-Pierre, ça vous a pas échappé, on en parle tous les jours du matin au soir de cette réforme des retraites avec notamment une nouvelle semaine d'action qui démarre mardi prochain. Vous avez fait le choix de cumuler retraite et activité depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Votre retraite, elle vous suffisait pas pour vivre ? C'est pas compliqué. En 2010, je viens de retrouver les documents. J'étais dans une situation un peu compliquée. La retraite des artisans commerçants, c'est ce qu'on appelle quasiment, comme dirait Jacques Brel, les yeux pour pleurer. Oui. Et donc, j'avais pas le choix. Donc, je me suis reconverti en devenant conseiller immobilier. C'était combien cette retraite ? Si je vous l'ai dit, vous allez éclater de rire, non ? Non, je n'éclate pas de rire sur des montants. Non, c'est pas sérieux. C'est autour de 850 €. Oui, effectivement. Donc 850 €, on vit pas décemment, on vit pas correctement, c'est pas une vie, quoi. Voilà. Donc et puis entre nous, à 60 ans, quand j'ai eu l'âge de leur prendre par obligation, les nécessités, on me proposait 50 € de plus si j'attendais. Donc, j'ai pas hésité. Évidemment, vous n'avez pas hésité, vous êtes parti. Et puis aujourd'hui, ça me permet parce que moi je suis un hyperactif, je ne me vois pas rester devant une télévision ou dans un fauteuil toute la journée. Voilà. Donc j'ai besoin que ça bouge. J'ai toujours été chef d'entreprise. Alors Jean-Pierre, pourquoi vous avez choisi ce secteur de l'immobilier ? Qu'est-ce qui vous attire dans l'immobilier ? L'immobilier, d'abord, je pense que c'est une héréditaire de mon papa, qui a toujours été passionné par l'immobilier, bien qu'il en ait jamais fait. Il a construit des maisons. Oui. Et surtout, j'aime les belles propriétés. Je travaille entre Mont Ventoux et Luberon. Oui. Je suis un passionné de photos. J'ai une expérience photo qui apporte un plus dans le cadre du métier, à savoir la construction des bonnes annonces immobilières. La communication que j'ai pratiquée pendant des années. Donc, c'est un ensemble immobilier, communication, photo, image, qui peut permettre à des acquéreurs comme des vendeurs de trouver un bon partenaire que je me propose d'être. Jean-Pierre, justement, cette expérience assez longue, c'est quelque chose qui c'est un plus, c'est que ça rassure vos clients, les vendeurs ou les acquéreurs ? Je pense que par le profil de l'âge, une certaine sagesse, une certaine expérience, pour moi, c'est un plus vis-à-vis des acquéreurs, des vendeurs, voilà. Et au niveau de vos jeunes collègues conseillers immobiliers, ça se passe comment ? Ils sont demandeurs de conseils Vous savez, on est le reflet de la société, tout simplement. Il y en a qui acceptent volontiers l'expérience des anciens, comme on dit. Et puis il y en a qui sont plus jeunes, plus fougueux, on a des profils différents. J'ai appris ce matin que dans le réseau où je suis, que je peux nommer peut-être le groupe IA Défense, ça va de 19 à 83 ans. Ah oui, oui, d'accord, il y a encore plus âgé dans le groupe. Jusqu'à 83 ans, il y a un conseiller immobilier qui travaille. Il y a un ou une, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je crois que c'est une femme. C'est formidable, moi je trouve. Qui en fait lui permet d'avoir une vie sociale, une vie de rencontrer du monde, de continuer à apprendre, d'être utile, voilà. Allez, dernière question rapide, c'est quoi pour vous un bon conseiller immobilier, Jean-Pierre ? Un bon conseiller immobilier, c'est, je pense, d'abord quelqu'un qui doit savoir écouter aussi bien son vendeur que son acquéreur. C'est quelqu'un qui doit être rigoureux, honnête, réactif, très précis, et puis quelqu'un qui doit être heureux de voir des projets de vie se réaliser, aussi bien pour des vendeurs que des acheteurs. Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre témoignage ce matin, et puis bravo, parce que bosser quand on est à la retraite depuis 8, 10 ou 14 ans, c'est quand même... C'est courageux, en tout cas c'est une belle passion. Merci beaucoup Jean-Pierre Ars. Merci, bonne soirée. Très bon week-end.
Belle journée à vous. Belle journée. En tout cas, à l'écoute de Sud Radio. Restez avec nous, 0826 300 300. Tiens, vous êtes en train de vendre, vous avez peut-être signé un compromis, vous êtes peut-être en train d'acheter. On va en parler avec l'un de nos auditeurs dans un instant. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier avec Marc Ezrati et avec Laetitia Caron qu'on accueille. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Je le dis comme chaque samedi, 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez pour nous laisser vos messages, notamment si vous avez besoin d'aide, besoin d'informations en lien avec l'immobilier. On est là pour vous répondre. Et aujourd'hui, on retrouve Ludovic. Bonjour à vous Ludovic. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Marc. Bonjour Ludovic. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Bien, écoutez, ma femme et moi avons signé un compromis de vente pour l'achat d'une maison le 12 décembre dernier. Nous devons signer l'acte de vente le 15 mars, mais bon, voilà, pour des raisons personnelles, en fait, ma femme et moi, nous sommes séparés depuis. Et donc forcément, l'achat de cette maison se retrouve un peu compromis, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc ma question, voilà, c'est le fait que nous sommes séparés. Est-ce que c'est un motif valable en fait pour annuler la vente ? Eh ben, on va en parler avec Laetitia Caron. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Alors, la situation de Ludovic est un peu compliquée. On imagine que c'est assez stressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour Ludovic. En effet, d'abord, je suis désolée pour vous parce que j'imagine pas drôle. que vous aviez projeté les choses autrement et c'est en effet une situation délicate. Alors, il y a un certain nombre de contraintes. On va essayer de vous conseiller au mieux, mais voilà, on va essayer de voir en fonction des contraintes que génère le contexte, en effet. Okay. Bon. Alors, Laetitia, la première question, j'aimerais savoir si la séparation, c'est un motif d'annulation du compromis. Alors, on va déjà commencer à rappeler à Ludovic et à nos auditeurs, en fait, quand on signe un compromis, il y a plusieurs étapes. Et en fait, ce qu'on peut faire dépend de l'étape à laquelle on se situe. La première étape, quand on signe un compromis, c'est juste après cette signature, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours qui lui permet d'annuler son achat sans avoir à se justifier. Ce délai, il démarre le lendemain de la signature et donc c'est 10 jours calendaires. Malheureusement, dans le cas de Ludovic, Ludovic a précisé, je crois qu'il a signé le 12 décembre, donc le délai il est largement dépassé. Et donc là, on ne peut pas, vous n'allez pas pouvoir vous rétracter au titre de ce droit. Alors, pour Ludovic, est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Alors, on va préciser quand même que dans les faits, les notaires n'insèrent en général jamais de clause qui prévoit la séparation dans le compromis. Malheureusement, c'est un cas quand même assez rare. En général, ce qui est prévu, je le précise pour les auditeurs, c'est une clause qui prévoit le décès. Alors heureusement, on n'en est pas là, Ludovic, mais malheureusement, la séparation, elle, n'est jamais prévue comme clause suspensive. Ce qu'il y a en général, c'est une clause suspensive d'obtention de prêt quand on doit recourir à un emprunt. Et là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Est-ce que c'est votre cas, Ludovic ? Est-ce que vous aviez une clause suspensive d'obtention de prêt ? Oui, tout à fait. On a effectivement fait un prêt, du coup, pour cet achat, oui. Ok. Alors, dans ce cas, le compromis précise une date butoir pour obtenir le prêt. Bon, j'imagine que ce prêt, il devait reposer sur vos deux têtes, puisque vous deviez acheter à deux, donc votre ex-conjointe et vous. Donc, il y a peut-être une possibilité par rapport à ça, puisque vous n'allez probablement plus emprunter à deux, j'imagine, et donc ça va rendre l'obtention du prêt compliquée. Quelle est la date butoir d'obtention de ce prêt sur votre compromis ? Est-ce que vous l'avez en tête ? En fait, pour tout vous dire, c'est déjà passé. Puisque c'était même le 10 février dernier, on a obtenu ce prêt-là et on l'a transmis directement au notaire. Pour tout vous dire, on n'avait pas encore l'idée de se séparer, évidemment, à ce moment-là. Ouais, donc Laetitia, on comprend que pour Ludovic, les choses se sont un peu précipitées. Du coup, est-ce qu'il y a une autre solution ? Là, je ne vais pas cacher que ça se corse parce que le prêt étant accepté et transmis, il n'y a plus de clause suspensive applicable. Donc Ludovic, je suis désolée de vous dire clairement que là, en termes d'annulation, il n'y a plus beaucoup de solutions. Vous pouvez toujours vous dédire, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre les 10% de dépôt de garantie, donc c'est quand même une somme. Ouais. Voilà, et même si vous avez versé moins, en général,
on peut verser 5% au moment de la signature. Ce qui est dû dans le compromis, c'est 10. C'est indiqué normalement sur la plupart des Vous avez clauses. versé quoi? Vous avez déjà versé quelque chose, Ludovic? Oui, non, c'est ça. C'était à peu près l'équivalent de 10%, tout à fait. Ok, Oui. bon, donc vous pouvez toujours essayer de négocier avec le vendeur, mais rien ne l'oblige à accepter. Et en plus, comme il aura perdu 3 mois, malheureusement, je ne suis pas optimiste pour vous. Il y a une autre solution quand même, c'est d'aller au bout de l'achat et de revendre ensuite immédiatement. Alors, cette solution, elle va vous coûter de l'argent quand même, parce que sauf si vous avez fait une très bonne affaire, normalement, vous revendrez à peu près le prix que vous avez acheté et donc vous perdrez les frais de notaire. Voilà, donc les 8%. Et il y a sinon une dernière solution que je peux vous recommander, si vous arrivez à discuter avec votre ex-conjointe, c'est que l'un de vous deux peut racheter la part de l'autre. Ça peut être la piste la moins coûteuse, puisque dans ce cas-là, le montant des frais de notaire pour un rachat de part, c'est 2,5%. Donc si vous partagez, voilà, il faut arriver à discuter. Mais si vous partagez, s'il y en a un des deux qui rachète, vous partagez les 2,5%, c'est le moins coûteux. Voilà, j'ai pas de solution idéale pour vous, Ludovic, je suis désolée, mais j'espère quand même que ça peut vous aider à trouver une solution. On est vraiment désolé, Ludovic, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Vous nous tenez au courant de la suite des choses quand même? Autant que possible, je vous remercie. Merci pour bon courage, en tout cas, et vous tous qui nous écoutez. Je le rappelle, 0826 300 300 comme Ludovic, vous avez un problème comme celui-ci, par exemple, eh bien, on est là pour vous répondre, même quand on n'a pas de bonnes nouvelles à vous donner, on essaie de vous éclairer. C'est le principal. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, on voyage par la pensée en s'imaginant vivre dans les cartes postales que vous nous présentez, Marc. Exactement. Laetitia, on filou ce matin avec vous chez PAP.fr. Et cette semaine, je vous emmène à Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville qui a beaucoup de charme et j'avais envie de vous y emmener ce matin. Et en plus, vous allez bientôt y lancer un espace immobilier, une boutique PAP, dans pas très longtemps. Oui, en effet, on va ouvrir d'ici quelques semaines en plein cœur de Toulouse. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'occasion de beaucoup me rendre à Toulouse ces derniers temps. Mais bon, on va revenir à notre coup de cœur. Voilà. Des biens coup de cœur. Exactement. Donc on va revenir à ce coup de cœur. C'est un grand appartement traversant, 4 pièces en étage élevé. Il est situé boulevard Silvio 31. C'est dans le quartier des Minimes. Il fait 97 mètres carrés. Il est en très très bon état. Il a 3 chambres, un vaste séjour de 38 mètres carrés avec balcon. C'est un appart très lumineux, une vue dégagée, et puis il y a de belles prestations, un beau parquet dans toutes les pièces de vie, il est très bien équipé. Voilà, il n'y a plus qu'à poser ses meubles et ses valises. Et un métro pas loin en plus. Et le métro pas loin, en effet. Ouais. Et il faut qu'on débourse combien pour cet appartement ? Alors, on est à 359 000 euros. C'est 3 700 euros du mètre carré. C'est tout à fait correct pour un appartement qui est vraiment proche du neuf et qui pourra faire le bonheur d'une famille. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Très bon week-end à vous. Et très bon week-end à tous les deux. Laetitia, on vous retrouve samedi prochain dans On parle IMO. Marc Ezrati également. Je le rappelle, d'ici là, chers amis, le numéro que vous composez si vous avez un problème d'immobilier, d'appartement, de maison, de tout ce que vous voulez, ou même d'immeuble, pourquoi pas. 0826 300 300. Vous laissez vos messages, on les écoute, promis. Et en plus, on vous rappelle pour vous répondre sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.